Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces débats du dimanche autour de la table. Mamadou Konaté, enseignant, chercheur, Alexis Kalambiri du journal Les Échos, Étienne Fakaba Sissoko, professeur d'université, Serge Daniel, journaliste, écrivain. Monsieur, bonsoir. La semaine a été marquée en Afrique par ces mouvements de bruit, ces bruits des bottes au Burkina Faso, où les soldats du régiment de la sécurité présidentielle favorables au président Blaise Compaoré qui exigeait la démission du Premier ministre Zida ont finalement renoncé jeudi après d'intenses négociations. Serge Daniel, on a toujours présenté Blaise Compaoré comme un pyromane. Avec ses mouvements d'humeur, peut-on voir sa main derrière? Non, moi je ne vois pas sa main derrière. Je pense que celui qui est en cause, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre et le président de la transition sont deux hommes calmes. Mais le président du Faso, l'actuel président, à mon avis, est sage, alors que le Premier ministre ne l'est pas. Vous vous souvenez que dès qu'il est arrivé, il a dit oui, je vais faire revenir, on va demander l'extradition de Blaise Compaoré. Le président a dit, ce n'est pas la priorité. Ensuite, il a voulu casser, si vous voulez, le régiment, la garde présidentielle. Il est issu de ce corps, donc il connaît les luttes à l'intérieur, etc. Numéro 2, hein. Tout à fait. Et donc c'est plutôt de sa faute. Je pense que ce coup de canif dans le processus l'a fragilisé. Parce que pour la première fois, un militaire, au lieu d'aller affronter ses camarades, va se cacher chez le Moro Naba, le chef traditionnel. Donc le principal problème, ça a été, à mon avis, le Premier ministre, qui sort affaibli, à mon avis, de cette épreuve-là. Mamadou Konaté. Moi, j'ai un point de vue un tout peu différent. Je pense que c'est une mise en scène qui a pour objectif de gagner de la sympathie pour le Premier ministre lui-même. C'est l'ancien numéro 2 de la garde présidentielle. Je sais qu'il a beaucoup bénéficié de la sympathie populaire. On a vu les organisations de la société civile marcher pour dire non à la garde présidentielle, dans le soutien à Zida. Je pense que c'est réussi. Voilà, comme stratégie de communication. Non, je ne crois pas, parce que si vous regardez, c'est vrai, le régiment de sécurité présidentielle n'a pas bonne presse. Mais j'ai comme l'impression que le gouvernement, encore une fois, ne parvient pas à cadrer les priorités, ne parvient pas à se concentrer sur les priorités. Comme Serge disait, il est très brouillon, il va vite en besogne, et je pense qu'il s'est pris les pieds dans les dédales, justement parce qu'il a certainement minimisé, mais je doute qu'il ait déclencher ça juste pour, disons, s'attirer les lumières. Étienne, on a l'impression que finalement c'est Zida qui est pratiquement l'homme fort du pays et non le président Kafando, parce qu'il fait des déclarations souvent qui prend à contre-pied celle du président de la transition. Bon, moi je ne crois pas. Je dis simplement que tout ce que Zida est en train de faire, c'est répondre à une volonté populaire. Vous avez vu que des gens ont marché pour réclamer justement la dissolution pure et simple du RSP. Donc aujourd'hui, toutes les décisions que Zida est en train de prendre ne répondent en réalité qu'à des volontés populaires, des volontés exprimées par leur population dans leur majorité. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Zida a besoin aujourd'hui de se crédibiliser. Parce que vous vous souvenez, quand il a été nommé, ça a fait beaucoup de bruit, parce qu'on ne voulait pas entendre parler de ce régiment-là, en tout cas au pouvoir. Parce que c'est l'incarnation même du pouvoir de Blaise Compaoré. Et aussi, les nominations, quand il a cédé, les deux nominations auxquelles il a procédé, le Koulibaly, avait fait un voyage en Côte d'Ivoire où il est allé rencontrer Blaise Compaoré pour parler de quoi, Dieu seul le sait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut se poser des questions aujourd'hui sur jusqu'où Zida est prêt à aller. Et moi, de mon point de vue et personnel, il a intérêt aujourd'hui à aller jusqu'au bout de ce processus qu'il a entamé. Et cela ne fait pas de lui quelqu'un d'agité, mais simplement quelqu'un qui tient compte de ce que le peuple attend de lui, de ce que le peuple burkinabé attend de lui de façon générale. Donc démanteler une bonne fois pour toutes pour amorcer une nouvelle phase. Et pour terminer, il y a aujourd'hui une société civile qui est forte, qui a fait des propositions. C'est quoi? C'est de mettre en place une commission pour réfléchir justement à comment recaser
comment reformuler justement cette nouvelle sécurité présidentielle et leur donner d'autres attributions autres que ce qu'elle a actuellement. À mon avis, c'est la seule solution pour ne pas frustrer et éviter un autre coup d'État à ce pays. Je pense que ce qui est important, c'est que la mise en place de ce comité de réflexion, c'est ce que M. Zida aurait dû commencer par faire. Tout à fait. Je reste persuadé qu'il a un côté populiste, manœuvrier. Contrairement au président Kafando, diplomate, homme d'État. Je pense que, je peux me tromper, mais M. Zida joue l'après-transition. Le rôle de l'actuelle équipe au pouvoir au Burkina Faso, à mon avis, est d'organiser des élections transparentes et démocratiques. Il faut peut-être engager les réformes, mais ceux qui vont approfondir les réformes, je suis persuadé que c'est le président de la République qui sera démocratiquement élu en octobre. M. Zida, à mon avis, sort affaibli de cette affaire parce qu'il a reculé. Et lorsqu'un militaire recule, c'est qu'il est en position de faiblesse. D'un point de vue militaire, dans les milieux militaires, j'en conviens. Mais sur le plan politique, au contraire, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est très soutenu, surtout par les jeunes du Burkina, pour la position courageuse qu'il avait prise. Beaucoup expliquent son recul juste par une dose de sagesse. Voilà, un souci d'apaisement. Donc, c'est qui va plutôt rajouter à sa cote de popularité. Sinon, je le répète, moi, je l'ai beaucoup senti quelqu'un de très manipulateur. Et c'est pour ça que je n'ai pas confiance du tout à cette action qu'il a engagée au départ, tout en sachant le poids. C'est l'ancien numéro 2 de la guerre présidentielle. Il ne peut pas ignorer le poids que représente la guerre républicaine au Burkina Faso. Donc c'était prévisible que c'est une réforme qui n'allait pas aboutir au risque d'embraser le pays. Oui, mais les réformes peuvent aboutir. Les réformes doivent aboutir. Non, pas tout de suite. Voilà. Pas tout de suite. Et ce n'est pas dans son mandat, justement. La transition a pour rôle d'organiser et de réussir les élections et, chemin faisant, peut-être de poser les balises pour les réformes. Je suis sûr que, comme je le disais tout à l'heure, le régiment de sécurité présidentielle n'a pas bonne presse. Et ne pourrait pas refuser, disons, une commission qui aurait conclu à ce que, voici les nouvelles missions, les nouvelles orientations. Mais quand, de son plein gré et ne se prévalant que de ses propres turpitudes, le Premier ministre vient comme ça ne peut pas marcher. Il se retrouve sur ce dossier avec la société civile, parce que il a annoncé quelque chose qui rencontre l'assentiment des gens, mais ça ne veut pas dire que sur l'ensemble de son programme. En plus, pour t'appuyer, la société civile dont on parle, la dernière manifestation a réuni quelques milliers de personnes. Oui. Alors que le jour où, la veille du départ de Blaise, vous aviez 1 million de personnes. Pour terminer, Zida a 2 adversaires de taille aujourd'hui. C'est d'abord l'opposition, parce que l'opposition, la classe politique, en tout cas une partie de la classe politique du Burkina Faso, qui a l'impression qu'il veut plutôt revenir d'une manière ou d'une autre après la transition. Deuxième adversaire de taille, ce sont des membres du régiment de sécurité présidentielle. C'est pour ça que je me permets encore une fois de dire à mon ami que c'est quelqu'un qui est fragilisé à mon avis. Mais l'histoire nous donnera tort ou raison. Mais quel sera son sort dans cette commission, parce que lui il est issu de ce régiment de la sécurité présidentielle? Est-ce qu'il va se voir réversé dans un autre corps ou bien d'abord, avant de répondre à votre question, pour répondre à Serge, je ne pas poser de question. Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas parce que je n'ai pas. Serge était clair. Il vous a pas posé une question. D'abord, je ne crois pas, mais je réagis à ce qu'il a dit. D'accord. Donc, je ne crois pas qu'il soit dans l'attitude justement de préparer uniquement les élections et de préparer l'après-élection. Ils ne sont pas dans cette phase-là. Ils sont plutôt dans comment tourner la page du pouvoir de Blaise Compaoré. Et pour cela, les réformes qu'il faut, c'est d'abord créer un sentiment de confiance entre le peuple et les gouvernants. Et cela ne peut se faire avec le respect justement étant fonctionnel. Donc la priorité, à mon avis, c'est d'abord de démanteler ce régiment de sécurité qui, aujourd'hui, a les capacités nécessaires pour faire échouer cette transition-là. Or,
le Burkina Faso n'a pas intérêt aujourd'hui à ce que cette transition-là échoue. Deuxième chose, ça c'est la mobilisation dont il a fait allusion. Les enjeux ne sont pas les mêmes, donc il est normal que la mobilisation ne soit pas de la même hauteur. Et pour terminer, pour revenir justement à votre question, je dis simplement que aujourd'hui, ce qu'il faut, ce n'est pas de les faire perdre tout privilège ou non. Il s'agit de voir le réseau tel que constitué, le régime de sécurité tel que constitué, réduire au minimum sa capacité de nuisance. Et réduire au minimum sa capacité de nuisance ne peut se faire que en créant un autre cadre, et ce cadre-là passe inévitablement par leur dissolution pure et simple. Mais quand on sait que le chef d'état-major particulier de l'actuel président de transition est issu lui aussi du régiment de sécurité présidentielle. Vous l'avez rappelé, et au sein du gouvernement, il y a Zida et les autres. Et puis, Voilà. C'est connaissant justement tous ces dangers. Il est important. La commission, elle concerne... Il s'est imposé lui-même et grâce à la garde présidentielle qu'il est devenu Premier ministre. Là où je ne suis pas d'accord avec mon collègue, c'est que je ne crois pas que ce soit réaliste de vouloir en ce moment démanteler la garde présidentielle. Donc moi je suis pour. Je suis d'accord avec vous. Moi je suis pour que ce soit démantelé, mais le moment n'est pas. Quel sera son sort, lui, M. Zida? Puisque présentement, on le considère comme un ministre. Il est Premier ministre. Et vous êtes son Il a pour conseiller, c'est ça? mandat de gérer la transition, d'organiser les élections, et c'est à cela son sort. Il doit travailler pour réussir cela, et c'est au peuple burkinabé de décider à la fin de cette mission. Sa tenue militaire contre un costume cravate, il est resté lieutenant-colonel, dont on suppose qu'il est toujours membre du régiment spécial de la sécurité. Il est toujours militaire en tout cas. Et le même sort qui va être réservé aux Est-ce qu'il est concerné par cette commission? Bien entendu. C'est pour ça que je conçois une sorte de d'accord tacite là entre lui et ses anciens camarades pour que ces tiraillements, pas seulement le tiraillement, on sait que ça ne va pas aboutir à quelque chose, mais qu'au final, que le peuple se dise, oh, quand même le Premier ministre, il a voulu prendre en compte notre revendication, il a voulu mettre fin à la garde présidentielle, seulement il n'a pas pu parce que il y a eu des tentatives de réconciliation. C'est ça une justification trouvée de bonne heure. Et moi je dis que sur ce plan-là, il a réussi. Parce qu'aujourd'hui, il est sorti, à mon avis, grandi politiquement de cela. Et je suis sûr qu'il va utiliser cela plus tard après les élections à venir. Je suis d'accord avec ces journalistes. Oui, mais c'est là où réside son côté populiste. Parce que à partir du moment où il y a une commission de réflexion, la commission aurait, décidé de quelque chose qui va s'appliquer sans vague. Parce que, à la limite, qu'est-ce qu'on reproche au régiment, c'est le super pouvoir dont il dispose. Voilà, c'est une armée dans l'armée. Si on ramène ce régiment, qui peut être nécessaire dans sa proportion normale, même un corps d'élite, mais ayant, disons, les mêmes traitements que le reste de l'armée. On renvoie la retraite anticipée et tous les proches de Blaise Compaoré. Mais non, on ne peut pas faire ça, Blaise, à 23 ans. C'est pas rien, ça ne peut pas se, disons, passer par perte et profit. Si on le fait, on met toute la République à la retraite. Mais il est évident qu'on peut faire beaucoup de changements sans vague et lui, on ne comprend pas le fait qu'il se précipite. Premièrement. Deuxièmement, pour moi, sa situation est garantie. On a vu les transitions prennent toujours la précaution de baliser pour ceux qui auraient géré. On a vu qu'au Burkina, l'armée a suivi la population. Il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré. Mais si vous les dissoudre brutalement, comme M. Etienne, la garde présidentielle aujourd'hui, vous allez avoir des troubles dans le pays. Donc la commission de réflexion, c'est pour ça que je dis, je persiste. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas l'objectif. Monsieur Zida a mis la charrue avant les bœufs. La commission de réflexion devait être mise sur pied avec la participation des membres de la garde présidentielle, de la société civile. Que devient ce corps d'élite? Surtout que dans tous les pays africains, quasiment, il y a un corps d'élite. Ici, nous avons eu les bérets rouges, si vous voulez. Donc c'est ce que je pense. Je pense que la mise sur pied de cette commission a permis d'apaiser
d'apaiser les esprits, de calmer les esprits pour le moment, mais que c'est ce que M. Zida, l'ami d'Étienne, aurait dû faire dès le départ. C'est pas mon avis. La question que l'on se pose, c'est que Zida, c'était en décembre quand il avait appelé à la dissolution de ce corps. Pourquoi attendre février? Il fallait qu'il y ait ces mouvements. Il y avait déjà des remous. En décembre, il y avait déjà des remous. Voilà, vous avez parlé de priorité. Priorité. Et là où je voulais en venir, c'est par rapport à ce que Konaté disait tout à l'heure. Cette forme de consensus qu'il faudra chercher. Aujourd'hui, c'est à ça qui a prévalu la nomination de Koulibaly et de l'autre, dont je ne me souviens plus du nom. Mais le danger, c'est quoi? C'est de faire revenir aux tables de négociation des gens comme Diendéré, qui sont aujourd'hui des gens vomis par le peuple burkinabé, qui ne veulent pas entendre parler de ce peuple-là. Il faut relativiser. La maison de M. Diendéré n'a ni été saccagée, il n'a jamais été arrêté, alors qu'on aurait pu l'arrêter. Ça veut dire que c'est un homme qui compte. Vous conviendrez avec moi que nous sommes dans une situation particulière où il faut jouer à l'apaisement. On ne peut pas arrêter tout le monde. Diendéré était à la présidence avec l'ancien chef d'État Jean-Baptiste Ouédraogo pour rencontrer le président Kafando. Ça veut dire que c'est un homme qui compte. Moi, je ne parle pas de ce qui se passe entre les autorités elles-mêmes. Je vous parle de ce que la population réclame, de ce que la population souhaite aujourd'hui. Et si cela vous voulez traiter les gens de populistes ou de machin, ça fait une vingtaine d'années que la population réclamait le départ de Blaise Compaoré. C'est pas parce que la population réclame quelque chose de suite que c'est le temps de le faire. Moi, je suis d'accord avec vous qu'il va falloir à un moment donné discuter la présidentielle. Mais il y a un temps pour tout. Nous sommes une situation très fragile au Burkina Faso. On est à l'aune des élections présidentielles à venir en octobre. Il y a plus urgent, quoi. L'histoire politique du Burkina a été, disons, la plus violente et la plus ensanglantée politico-militaire Donc, je pense que les acteurs actuels en sont conscients. Ils jouent à l'apaisement. Ils sont très responsables et vont à un rythme acceptable. Donc, ça peut expliquer le fait qu'on n'exclut personne, le fait qu'on cherche à avancer sans trop de casse. Mais si Blaise a régné 23 ans, ils sont rares ceux qui peuvent dire 27 ans, ils sont rares ceux qui peuvent dire montrer patte blanche dans ce cas-là. Donc, je pense qu'il faut être mesuré. Serge Daniel, est-ce qu'aujourd'hui le régime de la sécurité présidentielle constitue une menace pour la transition au Burkina réellement? On est obligé de tenir compte du régime. Moi, je pense qu'on est obligé plutôt. Pour moi, ce n'est pas une. Comment vous dites ce n'est pas une menace. Ce sont pas. Ils suivent quand même le peuple. Moi, je suis persuadé ils craignent quand même la réaction des populations civiles. Ce n'est pas une menace. Il faut tenir compte de cela. Vous avez quelqu'un du régiment, M. Zida, qui est Premier ministre, et on sait aujourd'hui comment il est devenu Premier ministre. Ce n'était pas lui. S'il y avait un choix à faire au sein de la garde, ce n'est pas lui qu'on aurait choisi. Il a profité d'une situation, d'une opportunité, et il est devenu Premier ministre. L'impression que ses camarades la plupart gradés également, parce qu'il n'est que lieutenant-colonel, enfin ce qui est quelque chose, mais il y en a plus au sein du régiment, c'est qu'ils ont l'impression d'être trahis par lui. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas une menace à mon avis, mais il faut tenir compte forcément de ce régiment, tout comme j'avais dit au départ, après le coup d'État, qu'il faut tenir compte de l'armée. Parce que le régiment, encore une fois, c'est une armée dans l'armée. Je pense que c'est un vrai coup de théâtre, tout cela, à mon avis. Et déjà, me réconforte dans cette position. Tout à l'heure, l'opinion donnée par Serge Daniel, suivant laquelle il était quand même prévisible que cette réforme, en ce moment précis, n'allait pas aboutir. Il y a beaucoup de blocages. Alors pourquoi l'avoir entamé? Je pense que c'était pour montrer à la rue que Zida, c'est le leader du peuple, et plus tard, lorsque les élections seront finies, pouvoir en tirer profit. Donc c'est un coup de théâtre. Ce sont ses amis, ses camarades. La preuve, on s'est entendu, la commission a été mise en place, et les choses vont se Mais il a quand même dit se réfugier, quelque part. Je crois que non, c'est le roi Moussi, non, c'est pas. L'action de Zida a simplement une action populiste. Je crois que c'est très réducteur de l'événement.
Et je reviens à la charge pour dire que si on veut réussir la transition au Burkina Faso, il faudra réduire à suffisance les capacités de nuisance du RSP. Mais en faisant quoi, par exemple? La commission qui vient d'être mise en place, on est d'accord qu'il fallait une commission. Il faut les mettre dans un poulailler, les enfermer, vous voulez dire? Il faut les redéployer. Redéployer où? Il faut les redéployer. Il y a aujourd'hui beaucoup de secteurs. Je ne suis pas. Ils sont en train de chercher des postes. Je ne suis pas. Ils l'ont dit dans un communiqué. Ils disent qu'il n'y aura pas de recasement du RSP sans le RSP. Ils sont en train de se repositionner de manière forte dans l'administration, dans le pouvoir. Etienne, allez-y rapidement. On est en train de les faire appel justement pour revenir dans cette commission, réfléchir eux-mêmes à comment ils souhaitent être utilisés. Tout sauf en tout cas dans le cadre dans lequel ils sont en train d'être utilisés actuellement. C'est ça la question fondamentale qu'il faudra résoudre pour réussir la transition. Et l'après-élection, il n'y a pas d'après-élection pour les gens qui ont participé à la transition. Et c'était l'une des conditions justement pour la mise en place de cette transition-là. Donc ne lui prêtez pas encore une fois des intentions qu'il n'en a pas. Mais comment interpréterez-vous pratiquement le silence de la communauté internationale sur cette affaire? Non, la communauté internationale a réagi. De condamnation des principes. Après, c'est une réaction. Je crois qu'il y a eu des coups de fil. Il y a eu des coups de fil dans la sous-région. Des gens appelés pour calmer les esprits. Mais ils ont trouvé quand même assez rapidement un consensus. De manière apparente, c'est-à-dire de manière nominale pour le moment. J'espère que... Je pense que la communauté internationale ne s'est pas pris au sérieux. Comme moi, je ne les prends pas au sérieux du tout. Vous, c'est la théorie du complot. Voilà. Non, c'est pas la théorie du complot. C'est pas la théorie du complot. Non, par ailleurs, je déteste beaucoup cela. Quand on n'est pas d'accord avec la lecture apparente des événements, très rapidement, on vous accuse de complot. Non, mais il faut éviter ça parce que ça force un peu... La théorie du complot. Ça force un peu... Vous n'avez pas comploté, vous. Non, je vous comprends très bien, mais ça peut fausser, si vous voulez, la compréhension de ceux qui nous écoutent. Ça n'a rien à voir avec la théorie du complot. Ce que j'ai dit, c'est une observation, c'est basé sur des indices que j'ai et que j'essaie d'analyser. Alors, si on comprend bien que aujourd'hui, au Burkina Faso, le RSP a demandé à ce que le poste de chef d'état-major, particulier de la présidence, les revienne, cela veut dire quoi? Ils veulent se maintenir. Absolument, ils veulent se maintenir. Et ils ne suivent pas le peuple, contrairement à ce que vous avez dit. Ils ne suivent pas le peuple. S'ils suivent le peuple, ce n'est pas des actions comme cela qui vont entamer. Et nous avons vu que ça n'a pas été trop compliqué pour qu'ils en viennent à leur aspiration. Est-ce que Zida aurait pu leur accorder cela sans essayer de résister un peu? S'il avait dit dès le départ oui à vos revendications, c'est la rue qui aurait dit dégage Zida, parce que vous êtes en train de faire en sorte que vos camarades se cramponnent au pouvoir. Donc il a fallu qu'il fasse semblant de résister un peu et finalement de donner gain de cause à ces gens-là. Rapidement avant d'aller au Mali, Alexis, vous ne semblez pas être d'accord. C'est trop simple. C'est trop simple. Non, je pense franchement qu'il a tenté un coup de poker, ça n'a pas marché, mais avec ses arrière-pensées et ses calculs. C'est également mon point de vue. Deuxième sujet de ce débat au Mali, le processus de paix dans l'impasse prévue pour la semaine prochaine à Alger. La reprise des pourparlers entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord semble maintenant hypothétique. Non seulement le préaccord est rejeté par les forces vives de la nation, mais la situation dans le Nord est également préoccupante. Serge Daniel, on a parlé de la reprise des négociations pour le 9. Et finalement, elle a été reportée. À qui la faute, finalement? Enfin, la faute à plusieurs acteurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'il devait y avoir effectivement une réunion avant-hier. Convoquée par la MINUSMA. Convoquée par la médiation, avec la présence de la MINUSMA, notamment à Alger. Le Mali a refusé d'envoyer son ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Tout simplement parce que cette réunion ne devait pas être une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères. C'était au niveau réunion technique et que le Mali ne comprenait pas pourquoi il fallait envoyer son ministre des Affaires étrangères. Il faut, dans le nord du Mali, aujourd'hui, à mon avis, j'ai vérifié l'expression avant de venir, une espèce de bing-bang. Il faut tout chambouler. Il faut qu'on revoie les cartes. Il faut qu'on rebrasse les cartes. Parce que vous avez à côté des islamistes qui posent des bombes, qui font des attentats. Vous avez désormais une guerre, disons les choses clairement, dans le nord du Mali. Vous avez une guerre tribale. On assiste à une guerre tribale. Chaque tribu veut avoir des armes. Chaque tribu veut contrôler une part d'autodéfense. Vous avez aujourd'hui, dimanche, au moment où nous parlons ce dimanche, il y a encore des combats quelque part dans le nord du Mali. Donc la situation se complique. D'après mes informations, le Premier ministre Modibo Keïta devrait se rendre
dans les prochains jours à Alger. Il est invité par le gouvernement algérien. Peut-être que ça va déboucher sur quelque chose, je ne le sais pas pour le moment, mais je suis très inquiet. Mais ce n'est pas aujourd'hui seulement que j'étais inquiet. D'où je terminerai en disant que, à mon avis, dans le nord du Mali, et ça peut faire le titre d'un livre, Monsieur Étienne, c'est le nord du Mali, guerre inachevée. Étienne. Moi, je crois qu'il faut d'abord situer les responsabilités. Aujourd'hui, le projet d'Alger est en panne parce que la base n'était pas bonne. On est parti de l'accord de Ouagadougou. L'accord de Ouagadougou que j'ai dénoncé à plusieurs reprises sur ce même plateau, qui aujourd'hui prévoyait justement que le processus de désarmement, le processus de cantonnement des groupes armés aurait dû être effectué avant de commencer tout processus de négociation. Donc l'application, un mauvais accord dont l'application a été chaotique, ne pouvait aboutir qu'à cela. Et deuxième raison aussi de l'échec, c'est par rapport à la situation actuelle du terrain. Serge en a parlé, mais il ne situe pas justement les responsabilités vis-à-vis d'eux. Je ne crois pas que ce soit une guerre tribale. C'est plutôt une guerre qui aujourd'hui est déclenchée de l'extérieur. Et on peut traiter ça de théorie du complot ou de je ne sais pas ce qu'on veut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout est parti, les événements de ces derniers jours sont partis justement de ce que la MINUSMA a effectué comme travail sur le terrain. Et des médias d'une intention tellement malhonnête ont assimilé des groupes d'autodéfense à des milices, ont assimilé ces groupes-là à des groupes terroristes parce que disant sur leurs antennes qu'il y avait des kamikazes autour. Donc aujourd'hui, des gens qui ont envie simplement de protéger leur vie, on les traite de milices, on les traite de... Non, je crois qu'on doit revenir à la base. Et revenir à la base suppose d'abord pour le document qui est cette concertation tant demandée par les forces de l'ordre. Mais est-ce que ces groupes d'autodéfense-là sont légitimes? Est-ce que le MNLA est légitime? Pourtant, le MNLA existe. Est-ce que le MRA est légitime? Ils existent. Le HEA, tous existent. Face à des gens qui n'entendent en réalité que le bruit des armes, les populations ont le devoir, ont l'obligation de se défendre. Et c'est ce qui a donné naissance à la création du Gatia. Comme d'autres groupes armés qui vont certainement se créer pour simplement protéger leur vie. Et aujourd'hui, tenter d'exclure ces groupes armés dans le processus d'Alger ne pourra aboutir qu'à quelque chose de chaotique. Il faut le dire. Oui, Alexis. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il devait avoir une rencontre à Alger. Le gouvernement n'était pas représenté à souhait selon un communiqué produit par la médiation. Et les Nations Unies ont embrayé en faisant un appel où ils demandent au gouvernement de s'impliquer. Oui, ils demandent à toutes les parties de s'impliquer sincèrement. Ils demandent aux médiateurs qui peuvent influer sur une partie ou l'autre de faire en sorte que les gens reviennent à de meilleurs sentiments et travaillent. Le gouvernement a fait un communiqué où il ne demande pas ce que, disons, on lui reproche entre les lignes ou ouvertement. C'est-à-dire que dans le communiqué du gouvernement, il ne refute pas le fait qu'il n'était pas représenté à un niveau, qu'il ne s'implique pas. Je pense qu'ils l'ont réfuté. Non. Dans le document. Le communiqué que j'ai lu juste avant de venir, ils ont réaffirmé leur engagement dans la négociation. Et ils ont également. Ce sont des propos diplomatiques. Non, mais ils ont également dit qu'ils ont également dit qu'ils ont toujours été représentés. Au contraire, à hauteur de souhait, dans les négociations, et qu'il va falloir demander aux partis adverses, notamment les partis, les groupes armés, d'être représentés au niveau équivalent. C'est ce que j'ai compris du communiqué. Hein. Mais là, ils n'ont pas accepté. Ce sont des propos diplomatiques. Voilà. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure est simple, c'est-à-dire qu'il y avait une réunion technique. Le Mali a estimé qu'il ne devait pas être représenté au niveau de son ministre des Affaires étrangères, alors que les autres souhaitaient que le ministre des Affaires étrangères vienne. Donc mais ça va rentrer dans l'ordre, je pense. Parce que le Mali aussi pensait que de l'autre côté, il n'était pas représenté à hauteur de souhait. Mais il faut tenir compte d'une chose. Réciprocité. Mais il faut tenir compte d'une chose désormais, c'est que il y a un déphasage entre ce que propose le gouvernement et ce que propose désormais une partie de la classe politique malienne et la société civile. J'étais à cette réunion houleuse
de samedi, où toute la journée, les gens ont parlé, ils ont dit ce qu'ils pensaient du programme, du plan gouvernemental d'Alger. Il faut que le gouvernement revoie notamment sa copie selon ceux qui participaient à cette rencontre. Et de l'autre côté, vous savez que l'opposition, dans le fond, comme dans la forme, n'est pas d'accord avec le document que propose le gouvernement. Moi, j'ai pas encore donné mon point de vue. Oui, rapidement. Allez-y, Étienne, on vient à vous, Konaté. Ce que l'on assiste. On revient à vous tout à l'heure. Rapidement, Étienne. On assiste vraisemblablement à une irresponsabilité, d'une part, de la part du gouvernement qui a convoqué cette table ronde dont Serge parlait tout à l'heure, et convoqué l'opposition juste 2 jours avant. Et l'opposition qui refuse d'aller à cette table ronde, il organise une autre table ronde avec les Oumana Sako et autres, le même jour à la Maison des Aînés, pour parler des mêmes sujets et dire les mêmes choses qu'on aurait pu dire de l'autre côté. Donc aujourd'hui, moi je crois que chaque Malien doit être mis devant sa responsabilité pour que nous puissions faire l'union sacrée autour de cette question-là. Parce que ce qui est en train de se tramer par la MINUSMA d'une part, par la communauté internationale d'une part, par les groupes armés d'autre part, ne peut que se retourner contre le peuple malien, qui aujourd'hui reste spectateur de ce chaos qui est en train de se préparer sous nos yeux. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous, on est en train de réfléchir justement à cela, comment réunir toutes les forces vives de ce pays. Les jeunes. Les jeunes, parce que... Étienne, vous n'êtes pas si jeune que ça. Si, je me considère comme jeune. Les textes disent 40 ans. Konaté, rapidement. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur la légitimité des groupes d'autodéfense. Ils sont légitimes. L'égalité. Est-ce qu'on les prend en compte dans ces négociations? Ils sont légitimes et on est en train de prendre en compte leur position dans la négociation d'Alger. Non. Si. Cette réunion, quand on refuse au Gatia de participer à des réunions. Étienne, au moment où nous parlons, vous avez le Gatia, qui est une délégation qui est représentée à Alger. Après quoi? Mais c'est parce qu'on... Après quoi? Non, mais après une pression monstre ils sont représentés aujourd'hui. Du gouvernement, ils sont légitimes et je conviens avec Étienne dans certaines idées qu'il a émises tout à l'heure. Ces groupes de défense se sont organisés parce que l'État a cessé de jouer son rôle régalien de protection des personnes et leurs biens. À Ménaka, j'ai un cousin qui vient de Ménaka il y a 3 jours seulement. C'est l'armée malienne qui est cantonnée à Ménaka. Et la MINUSMA. Il ne se déplace que pour aller se ravitailler à eau en quelques d'arrêt. À l'intérieur de la ville, Ménaka, c'est une petite ville de Gao. C'est les groupes, c'est LMNA qui fait la police. Oui, c'est pas une petite ville de Gao. Quand même. Donc c'est important. Les populations qui sont des Maliennes et qui sont contre la présence de ces groupes armés, il est normal que quand ils se sentent en insécurité, ils s'organisent. Ça, c'est un droit naturel, ça, à la conservation de la sécurité. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que les populations manifestent leur soutien à ces groupes d'autodéfense et qu'on exige de l'État de faire en sorte que son rôle de protection des personnes et leurs biens soit mieux assuré. Et ça, on ne peut pas attendre que les procès d'Alger aboutissent. Il faut déjà réfléchir à des méthodes d'y parvenir dès maintenant. Parce que les gens ont peur. L'autre jour, il y a quelques préfets, je vais finir par ça, qui sont repliés sur Bamako. Notamment du cercle de Goundam. Du cercle de Goundam. Mais c'est quand même, nous sommes au bord d'une catastrophe. Alexis, revenons à un mot politique. Pourquoi est-ce que l'opposition et le gouvernement ont du mal à s'asseoir à la même table de négociation, adopter une vision commune sur les négociations d'Alger? Le patriotisme malien est en train de s'effriter. Mais non, je ne sais pas, c'est déplorable ce qui s'est passé, comme disait Étienne. Au départ, les arguments avancés par l'opposition étaient acceptables, en ce sens que nous avons pendant longtemps demandé cette rencontre, on ne nous a pas répondu et on nous dit 2 jours avant qu'il y a la rencontre sans nous communiquer des termes de référence. Mais en même temps, vous êtes capable de vous réunir le même jour à part sur les mêmes thèmes. Ça veut dire que vous aurez pu faire l'effort tout en dénonçant d'aller à la rencontre pour faire en sorte qu'on avance suffisamment ou rapidement. Bon, c'est gênant en ce sens qu'il y a un problème crucial, prioritaire, qui devrait au moins faire en sorte que tout le monde s'associe. Le gouvernement ne donne pas toujours l'impression de
prendre la mesure disons, du problème. Et on a perdu un peu de temps parce à cause des rapports exécrables que l'opposition entretenait avec l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Maintenant, vous êtes quand même coincé par le temps, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller, il est souhaitable qu'on aille signer un désaccord à Alger. Mais quel genre d'accord? C'est ça le véritable problème. Je vais vous dire mon sentiment. Ce n'est pas parce qu'on va signer un accord ou des accords à Alger que la paix reviendra dans le nord du Mali. Étienne, contrairement à ce que vous pensez. Non, bon, du tout. Pour une fois, vous êtes d'accord avec moi, merci. Allez-y, Serge. Non, mais l'inclusivité de cet accord, de ce processus est indispensable à mon avis. Et nous sommes en train justement de pêcher à ce niveau-là. Parce que chaque fois, l'argument de l'opposition, contrairement à Alexis, ne tient pas. Pendant tout ce temps, vous demandez à être reçu par les autorités pour justement donner votre position. Et ça suppose que vous avez travaillé sur la question. Et le gouvernement vous appelle par SMS ou qui vous appelle 2 jours à l'avance, ne compte pas. Il faut y aller et donner son point de vue. D'autant plus que vous aviez une rencontre de prévue. Mais par esprit je sais pas, par ego, ils ont refusé d'aller et organiser leur forum juste à côté. Pour une fois, le gouvernement a tout à fait raison de les convoquer au moment où il trouve opportun. Est-ce que ce n'est pas si dur avec l'opposition sur ce plan? Je dis, c'est pas si dur, ok? Je partage votre sentiment qu'ils auraient dû aller, ok? Mais il faut quand même comprendre que préparer une discussion pareille, il faut quand même être averti. Attends, ça ne suffit pas. Il faut qu'on coordonne. Écoutez, l'opposition essaie de s'organiser, c'est qui est souhaitable. Essaie de s'organiser, ils essaient de coordonner leur position. Il est normal qu'ils souhaitent être informés à temps pour qu'ils se voient entre eux avant d'aller à la discussion avec le gouvernement. Moi, je pense qu'ils auraient dû aller, mais le gouvernement doit tirer la leçon qu'il faut de cet incident-là et à l'avenir, veiller à ce que, dans ce genre de situation, la position soit informée à temps. Il ne faut pas qu'on pense que des situations pareilles qui intéressent la nation, c'est-à-dire qui sont d'intérêt national, qu'on fait de la politique. L'opposition a l'impression que le gouvernement a fait une sorte de récupération, il essaie d'utiliser cela à des fins politiques. Donc il faut éviter que ce genre de situations ne se répètent. Est-ce que de rapport en rapport, finalement, on ne perçoit pas des signes de lassitude au niveau chez les partenaires du Mali? Parce qu'au dernier sommet de l'Union africaine, même le ministre algérien des Affaires étrangères, qui est médiateur en chef, pour les accords d'Alger, a exprimé son scepticisme. C'est d'abord eux qui sont à la base de toute cette situation chaotique. D'abord sur le terrain, quand vous lisez le communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU, qui réaffirme leur soutien à la MINUSMA, ce qui est tout à fait normal, mais refuse par ailleurs de sanctionner le régiment responsable des tueries de Gao et refuse de condamner le fait que la MINUSMA signe un accord sur le territoire malien sans consulter les autorités. Pour moi, ça c'est être à la base d'une situation qui ne fera que mettre en retard le processus justement que nous venons d'enclencher. Et autre chose également, la situation sur le terrain impose aujourd'hui à la MINUSMA de jouer pleinement sa partition, de revenir à sa mission fondamentale qui est d'être aux côtés du peuple malien, qui est d'être aux côtés des autorités maliennes. Contrairement à ce qu'ils disent, j'ai eu un débat avec le représentant de la MINUSMA sur le studio Tamani, qui dit que eux, leur rôle, c'est un rôle d'impartialité. Je dis non, vous avez plutôt un rôle de soutien au gouvernement malien, de soutien au peuple malien et de jouer pleinement votre partition. Sans quoi, nous allons continuer à patauger dans cette situation. Et même si on signe un accord avec ça, l'applicabilité de cet accord-là, est-ce que l'enquête en cours a déjà suivi les responsabilités ou pas? Vous parlez de l'enquête de la MINUSMA. Oui. Vous avez une délégation des enquêteurs de la MINUSMA. La délégation va arriver la semaine prochaine ici à Bamako pour mener l'enquête. On n'a pas encore été... donc on peut pas... Mais cela dit, il y a quelques responsables de la MINUSMA, responsables militaires, qui, mesures conservatoires, merci, ont été suspendus de leurs fonctions en attendant les résultats de la ça suffit pas. Il faut rappeler... Juste rappeler que le gouvernement, à mon sens, n'a pas réagi avec autant de fermeté qu'il aurait été souhaitable. Et c'est pas, à mon avis, l'ONU ou la MINUSMA, l'ONU qui devait dénoncer
l'acceptation de l'aménagement de la conclusion d'accord avec les groupes armés, le gouvernement devait être au premier rang pour dire nous ne sommes pas d'accord. Comment est-ce que cela déjà a pu être fait en Alexis, c'est difficile de parler avec des enseignants. Ils font comme s'ils sont avec leurs étudiants. Ça, j'ai remarqué. Dernier thème de ce débat, la semaine a été également marquée par la tenue du forum franco-africain pour une croissance partagée à Paris. Plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains y ont pris part à cette rencontre qui vise à renforcer les partenariats économiques entre Paris et ses anciennes colonies. Entre un aller-retour à Kiev et un départ imminent pour Moscou, François Hollande a tenu à partager sa vision du futur partenariat économique entre la France et le continent africain. Pour lui, l'Afrique est le partenaire de demain. L'Afrique, c'est notre avenir. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui connaît la plus grande progression démographique. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui connaît la plus forte croissance ces dernières années. L'enjeu, refonder des... Serge Daniel, on a entendu tout à l'heure Hollande dire que l'avenir, l'Afrique, c'est l'avenir, c'est notre avenir, l'avenir du monde. Alors, un mythe ou une réalité? C'est à la fois un mythe et une réalité. Parce que le président François Hollande vient de dire, c'est notre avenir parce que c'est le continent qui a la plus forte... Mais à qui profite cette croissance? Non, pas la croissance d'abord, la démographie d'abord. Non, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais le problème de la croissance, c'est quoi? Supposons que vous avez au Mali, par exemple, un taux de croissance de 7 à 8%, même 10%, à deux chiffres. Allons-y. Mais quand vous enlevez de ce taux de croissance la démographie, l'inflation, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus grand-chose. Donc, maîtriser la démographie, c'est quelque chose de très important pour que le peuple puisse jouir, si vous voulez, de la croissance. Sinon, ce n'est pas possible. On ne va pas citer des pays. Il y a des pays africains extrêmement riches et qui comptent moins d'1 million d'habitants, par exemple, et donc il y a pleinement de pauvres. Vous voulez parler de la Guinée équatoriale. Et j'allais en venir. Si vous voulez que les populations l'État puisse subvenir aux besoins des populations, il faut une bonne gestion, déjà. Si vous n'avez pas une bonne gestion, vous ne pouvez pas arriver. Vous avez des pays, vous les avez cités tout à l'heure. En fait, vous voulez parler de la Guinée-Bissau, vous voulez parler d'un voisin de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, pardon, qui sont riches, énormément riches, parce qu'ils ont du pétrole, mais malheureusement, il y a une mauvaise gestion. Ouais. Étienne, est-ce que l'Afrique est finalement une terre des possibles? Aujourd'hui, le principal défi qui se pose à l'Afrique, ce n'est pas tant le fait de partager la croissance ou le taux de croissance. Il faut déjà savoir sur quoi se base ce taux de croissance-là. Aujourd'hui, quand vous prenez nos économies, ça se base sur l'extraction, par exemple, de minerais, l'extraction de pétrole, le commerce, etc., qui sont des choses qui nous rapportent certes quelque chose, mais qui ne sont pas suffisantes pour impulser une dynamique de développement à nos États. Et ce qu'il faut, moi, à mon avis, c'est de s'appuyer d'abord sur la transformation des matières premières que nous avons. Parce qu'il ne sert à rien d'exporter nos matières premières sans avoir à notre disposition des unités de transformation pour justement tirer profit, faire de la valeur ajoutée et tirer profit de cette croissance. Et les sommets à répétition en France, aux États-Unis ou partout où l'on veut, ne résoudront pas la question de la répartition des croissances tant que la question de la gouvernance dont Serge parlait tout à l'heure, tant que la création, la question de la transformation, voilà. C'est une question économique, donc non, mais le problème avec les enseignants, c'est ça. Voilà. C'est un piège. C'est un piège. Le développement de l'Afrique ne peut pas venir de la France. Les Français ont fait des analyses, ont vu qu'ils perdent des parts de marché. Au profit de la Chine, et des pays émergents. Leur combat, c'est de faire comment récupérer ces parts de marché. Quand ils investissent en Afrique, quand ils font des choses, c'est créer assez de pouvoir d'achat pour pouvoir vendre. Mais leur option première, c'est pas de développer l'Afrique. 20 secondes, M. Konaté. Parfaitement d'accord avec Karambé sur ce point. Mais quand même, pas Karambé, Alexis. Mais rappelez quand même, de mon point de vue, que la démographie africaine qui est galopante n'est pas du tout un atout si nous continuons à gérer nos États comme nous le faisons aujourd'hui. C'est plutôt une menace.
Nous allons avoir des milliards d'êtres humains, plus de milliards d'êtres humains en plus en 2050. C'est des besoins en eau, en habitat, vêtements, mais sous etc. d'autres cieux, la démographie a été un atout. Non, c'est différent. Même la Chine a essayé de maîtriser sa démographie. En 2050, le taux de croissance démographique va être en baisse pendant que le nôtre sera en hausse. Alors, si eux, ils ont voulu dès le départ maîtriser cela, pourquoi nous ne prenons pas une longueur d'avance dans ce sens-là? Pour un continent de 30 millions de kilomètres carrés, écoutez, aujourd'hui, nous sommes les mendiants du monde. Imaginez, nous allons avoir encore 1 milliard de mendiants en plus. Quand même, réfléchissons un peu, soyons responsables. Moi, je pense qu'il faut des politiques nationales très courageuses dès maintenant, et c'est urgent de maîtriser la croissance démographique. Merci, c'est sur ces mots d'espoir que se referme ce débat du dimanche. Merci à vous de l'avoir suivi. À dimanche prochain.